Le premier panel qui nous réunit ce soir, cet après-midi, va également essayer, à travers nos illustres invités qui sont avec nous, de discuter, de voir des modèles qui pourraient arranger nos pays, la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, en tout cas, et qui pourraient aider à gérer, à mieux gérer nos inventions, les stratégies de propriété intellectuelle, des stratégies de gestion de nos inventions, de nos innovations en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et pour ce faire, nous avons M. Djibril Pierre Koulibaly, qui est le président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, qui est en même temps président de ce salon. Et nous avons aussi M. Mathieu Hien, qui nous vient du Burkina Faso, voilà, qui est un pays frère. Donc M. Mathieu Hien est également chez lui ici. Il est également expert en matière de propriété intellectuelle. Il est directeur général du cabinet Afri Propi Conseil, qui est situé à Ouagadougou. Nous avons également M. Tano Kouadio, qui nous vient également de Londres. Qui est le représentant de la FEDENCI à Londres et qui est également juriste et spécialiste également de la propriété intellectuelle. Donc sans plus tarder, nous allons planter le décor et demander au président de la FEDENCI, avec votre permission, Monsieur le président de la FEDENCI, comment est-ce que vous entrevoyez, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, votre vision de gestion des actifs de propriété intellectuelle, c'est-à-dire des inventions, des innovations, etc. Merci. Merci beaucoup de me donner donc l'occasion de planter le décor, comme vous avez dit. La gestion de la propriété intellectuelle, la gestion des inventions, de l'innovation, en termes de politique de gestion, c'est une affaire d'État, mais c'est aussi, et nous le comprenons depuis un certain temps, depuis plusieurs années, désormais le développement d'un pays ne se fait pas sans le secteur privé. Donc c'est l'ensemble des secteurs d'activité du pays qui sont concernés par cette problématique. Alors, pour mettre en place une politique, il faut d'abord savoir de quoi il retourne quand on parle d'invention et d'innovation. En gros, nous pouvons considérer qu'il y a 3 phases d'évolution. Il y a 3 phases d'évolution au niveau des inventions et de l'innovation. Surtout les inventions. Il y a d'abord la première phase qui est la phase d'obtention du caractère d'invention. Obtention du caractère d'invention pour un travail qui a été fourni, pour un résultat de recherche qui a été effectivement le résultat d'un travail qui a été reconnu. Et ce qui peut caractériser cela, c'est bien sûr les brevets d'invention, mais également les titres de propriété intellectuelle. Donc, dès que vous avez un brevet d'invention, nous, on compte que vous avez une invention. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, parce que ça ne suffit pas. Quand il y a une invention, il faut savoir que la communauté scientifique a reconnu l'utilité de votre création, de vos propositions, a reconnu que c'est quelque chose d'innovant, que c'est quelque chose qui peut être utile pleinement à faire avancer l'humanité. Mais on attend de recevoir de vous, ou alors de quiconque, de recevoir de cette nouvelle science-là, un retour au bénéfice de la société. Et ce retour se fait en deux phases. Mais je compte tout ça comme un seul bloc. C'est-à-dire transformer le brevet d'invention, transformer l'invention en produit consommable.
transformer l'invention en produit exploitable, en produit achetable, en produit qui puisse être tout de suite utile pour ceux qui n'ont pas fait l'invention, qui n'en savent rien, mais qui ont le problème que l'invention règle. Donc j'appelle cela, souvent quand c'est les machines, on parle de prototype pour montrer que ça marche. Quelquefois on parle de site pilote qu'on va créer pour montrer comment ça marche. On peut aussi faire quelques modèles, n'est-ce pas, de façon artisanale. Et d'ailleurs même, généralement, tout ce que nous avons ici qui est achetable, généralement c'est de l'artisanal. Mais on essaie de montrer comment l'invention peut être un produit tout de suite exploitable, utilisable. Et il y a une troisième phase qui est la phase la plus recherchée, la plus importante, c'est l'industrialisation. Industrialisation, exportation. C'est à ce niveau qu'on se fait de l'argent. C'est pour cette troisième phase qu'on dit que les inventions sont source de richesse. Industrialisation, exportation. Donc, la phase d'étude qui donne lieu à un brevet d'invention ou bien à un titre de propriété intellectuelle, quel qu'il soit. L'autre phase qui consiste à, j'allais dire le mot, valoriser, mais rendre l'invention en termes de produits. Et puis, la troisième phase qui consiste à industrialiser et exporter. De toutes ces phases, pour mon pays, la Côte d'Ivoire, seule la première phase est encadrée par l'État. Il y a une réponse, et une réponse satisfaisante, selon nous, à 90%. Et même lorsqu'on a eu à participer à plusieurs salons, quand on se rencontre entre Africains, la plupart des autres Africains trouvent que, enfin, ils nous envient. Pourquoi? Parce que lorsque, en Côte d'Ivoire, vous avez travaillé, vous avez fait des recherches, des études, vous êtes arrivé à quelque chose que vous pensez que ça peut être protégé, que ça peut représenter une richesse et que ça doit être protégé, vous vous approchez d'un guichet unique qu'on appelle l'OIP en Côte d'Ivoire, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Vous y allez et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, l'OIP en Côte d'Ivoire, ne va pas vous dire allez-y et puis bon, allez-y voir tel avocat ou bien tel ceci, il ne va pas dire ça. Eux, ils vont vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Ils vont le faire avec vous jusqu'à ce que vous soyez capable de déposer le dossier au niveau de l'OAPI. Et bien souvent, on vous donne juste le reçu pour dire que bon, le dossier est parti à l'OAPI. Ça, c'est vraiment formidable et je félicite la Côte d'Ivoire pour cela. On est soutenu. Quand vous arrivez à l'OIP, non seulement comment on doit rédiger, vous n'avez pas besoin de parler gros français. Même si vous ne comprenez pas français, si vous pouvez expliquer un peu seulement ce que vous faites, eux-mêmes ils vont rédiger, ils vont vous aider et vous allez pouvoir avoir un dossier. On appelle ça un mémoire qui est valide, qui est dans la forme nécessaire parce qu'on n'écrit pas une demande de brevet n'importe comment. Et une fois que c'est bon, l'OIP fait une demande de subvention auprès de l'État de Côte d'Ivoire et qui subventionne votre brevet. Au lieu de payer 450 000 francs ou bien 490 000, vous ne payez que 24 000 francs ou bien 22 000. Donc c'est pratiquement pas grand-chose. C'est subventionné à plus de 95%. Et puis, il y a un suivi. Et lorsque le brevet arrive, on vous appelle et puis on vous remet le brevet. Ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans.
mais ce qui est sûr, vous allez avoir une réponse. Donc ça se passe très bien. Et c'est ça qui a fait que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des pays, l'un des premiers pays en Afrique, en tout cas dans le système OAPI, dans le domaine de dépôt de brevets. Nous sommes aujourd'hui à plus de 300 brevets d'invention et nous avons 20 à 25 nouveaux brevets chaque année qui viennent s'ajouter. Mais une fois que vous avez le brevet, comme nous tous, nous sommes inventeurs, on a eu des brevets, on vous le donne le brevet d'invention, vous ne savez plus où aller. Donc pour l'autre phase, qui est la phase d'exploitation, de transformation en produits vendables, ça vous regarde. Vous allez, pendant que l'État vous soutient pendant 10 ans pour payer les annuités du brevet, vous, pour produire transformer votre brevet en produit, vous devez vous débrouiller. Donc nous avons estimé qu'à ce niveau-là, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Les quelques petites réponses que les gens nous ont données quand on a commencé à parler de ça, c'est qu'on dit, bon, on a 20 millions, on veut aider des inventeurs. Donc envoyez vos dossiers et ils vont recevoir des dizaines, 60, 70 dossiers et puis ils vont sélectionner 2 ou 3 auxquels ils ont déjà déterminé le montant qu'ils vont donner. Ils vont donner 5 millions, 2 millions et demi, si quand c'est trop c'est 10 millions. Donc en fait j'ai cité ça, ça ne fait pas partie des solutions viables pour permettre de régler le problème de la valorisation. Donc il n'y a pas de solution. Alors on ne parle même pas de la troisième phase qui est l'industrialisation et exportation en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire produit beaucoup d'inventions et ne profite pas de ces inventions. Nous sommes ici, il faut faire des salons pour qu'on retrouve les produits issus des brevets au niveau des salons. Sinon, sur le marché comme ça, vous n'en trouvez pas. Alors, si vous êtes encore dehors, ou si vous êtes habitué à un produit ici, vous n'allez pas trouver ça dehors là-bas. Je veux dire hors du pays. Donc, c'est un véritable problème des richesses qui sont en train de dormir dans les petits ateliers. On a travaillé au niveau de la fédération et avec le soutien de nos partenaires, surtout l'ASCAD, nous avons créé l'agence de gestion de l'invention et de l'innovation, Aginov. Nous avons considéré que c'est Aginov qui est la solution pour le reste. Aginov, c'est quoi? C'est comme une mutuelle, c'est-à-dire on mutualise les forces, on se met ensemble, de sorte qu'au lieu que chaque inventeur soit obligé de vendre sa voiture, de vendre peut-être même ses terrains, en se disant que je vais tout faire pour mettre mon invention sur le marché, alors que ça ne suffit pas, parce que c'est trop cher, c'est trop coûteux. Au lieu que chacun vive comme un pauvre type, on se met ensemble, on mutualise nos efforts et puis on va développer tous les brevets, les transformer en produits de marché et développer l'aspect industrialisation et exportation. Donc, nous avons trouvé qu'il faut mutualiser les forces, qu'il faut mutualiser. Donc ça, c'est une des solutions. Maintenant, on a besoin qu'à côté de cette solution qui est du domaine du privé, que l'État mette en place un guichet unique de valorisation. C'est ce que nous pensons. La Côte d'Ivoire doit avoir, c'est-à-dire l'Aginov doit avoir un vis-à-vis du côté de l'État également pour faire correctement ce travail dans les normes. Donc voici où nous en sommes et c'est pour ça que la FEDENSI a créé Aginov, agent de gestion de l'invention et de l'innovation. FEDENSI avec l'ASCAD et nos autres partenaires de l'OIP,
et tous les autres qui vont intégrer donc le projet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez présenté dans un premier temps les différentes étapes, n'est pas les différentes phases de ce qu'on pourrait appeler de la vie d'une invention. Ensuite, vous nous avez également présenté l'appui dont vous bénéficiez de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, donc, qui fait partie de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et vous avez donné les raisons de la création de Aginov, donc l'agence de gestion des inventions et innovations. Voilà. Et vous avez terminé par le souhait d'un partenariat public-privé pour pouvoir permettre à Aginov de mieux fonctionner. Voilà. Donc nous allons nous tourner vers M. Hien. Dans un premier temps, on peut demander est-ce que ce partenariat public-privé dont a parlé M. le Président de la FEDENSI est bienvenu et comment est-ce que vous, en tant qu'expert de la propriété intellectuelle, vous entrevoyez la gestion des inventions? C'est Mathieu Hien, je viens du Burkina Faso. Je travaille dans le domaine de la protection de l'innovation depuis plusieurs années. Et après ce que le président vient de dire, il a très bien résumé la situation. Mais moi, je voudrais, à la suite de ce qu'il a dit, attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Je suppose que ce soir, il n'est pas question pour nous d'élaborer une politique de gestion de la propriété intellectuelle. Je suppose que nous sommes en train de chercher les pistes pour avoir une bonne politique de gestion de la propriété intellectuelle, ou plus exactement, à mon avis, une bonne politique de gestion de l'innovation. Alors, vous voyez, nos États ont l'habitude de parler de politique monétaire. Ils ont l'habitude de parler de politique environnementale. Et ils écrivent, hein? Ils écrivent. Ils ont l'habitude de parler de la politique nationale de la justice, et ils écrivent. Ils ont l'habitude, et vous le savez, de parler de plusieurs types de politiques, et ils consignent ça dans des textes. Pour justement faire en sorte que cette politique-là, ou l'application de cette politique, ait un caractère contraignant. Je crois que nous devrions essayer d'aller dans cette direction. Ce matin, je crois que c'est le représentant du ministre qui a parlé de la loi qui a été adoptée pour lutter contre la contrefaçon. C'est une très bonne chose. Mais il y avait un travail en amont à faire. C'est-à-dire, il faut d'abord créer les conditions de l'épanouissement de l'invention, de l'innovation. Donc, moi je pense qu'il y a toute une politique qu'il faut qu'on écrive dans nos pays et que l'on fasse en sorte que cette politique-là soit également adoptée en tant que politique publique devant être effectivement mise en application par les pouvoirs publics et par tous les acteurs qui sont concernés. Alors, si je me réfère à l'intitulé du panel qui parle d'invention, moi je pense que pour intéresser les pouvoirs publics à notre affaire, moi je parlerais plutôt d'innovation. Au Burkina, moi j'ai eu l'habitude, ça fait une trentaine d'années que je suis dans ce domaine-là. Quand je parle de l'invention à un ministre, il me dit, mais écoutez, vous là, qu'est-ce que vous inventez? Comme si l'invention était de l'apanage seulement des autres, quoi. Nous, on ne peut pas inventer. J'ai changé de vocable.
je parle d'innovation. Parce que quand vous parlez d'innovation, à mon avis, ça accroche déjà le responsable. Or, pourtant, en droit et en économie, invention, innovation, ça a le même impact. Mais eux, ils préfèrent qu'on parle d'innovation. Donc, moi, je dirais que l'invention et l'innovation, même si vous regardez dans les textes de propriété intellectuelle, les textes de propriété intellectuelle ne parlent pas d'innovation. Mais nous savons que l'innovation, elle est brevetée. Elle est susceptible de brevet. Donc, moi, je parlerai d'innovation pour englober et l'invention en elle-même et l'innovation qui découle de l'invention. Vous voyez? Et c'est par là qu'on pourrait accrocher les pouvoirs publics pour que l'on aille vers une politique de la propriété intellectuelle. Et comme nous savons que sans invention, sans innovation, la propriété intellectuelle n'a pas d'objet. S'il n'y a pas d'invention, s'il n'y a pas d'innovation, la propriété intellectuelle n'a pas d'objet. Puisque l'objet de la propriété intellectuelle, justement, c'est la protection de l'invention et de l'innovation. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'il faut que l'on aille dans cette direction. Au Burkina, lorsque j'étais encore jeune fonctionnaire, nous avions ce qu'on appelle le salon de l'invention et de l'innovation. Un jour, le gouvernement nous dit non, vous parlez de l'invention et de l'innovation, et puis le milieu de la recherche parle des résultats de la recherche. Comme si c'était deux choses absolument différentes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoutez, il faut fusionner les deux pour arriver à faire un pont entre la recherche-développement et la recherche appliquée. Ça n'a pas été simple, parce qu'il y a certains chercheurs, il faut le dire ici, certains chercheurs qui rejetaient les inventions que je vois ici, par-ci, par-là, parce qu'ils pensaient que ce n'était pas élaboré scientifiquement. Mais pourtant, nous consommons ce qui n'est pas scientifiquement élaboré, parce que tout ce qui est ici, là, on les consomme. Donc, il y a aussi cet effort à faire, et là, c'est par les pouvoirs publics, pour faire en sorte qu'il y ait une collaboration poussée et permanente entre les inventeurs qui ne sont pas dans les laboratoires et les inventeurs qui sont comme vous et moi, enfin, pas moi, que ceux que je vois ici. Là, ça peut être aussi un aspect de promotion de la politique, de l'innovation et partant de la propriété intellectuelle. Justement, pour concevoir cette politique, il faut impliquer tout le monde. Le président a parlé de l'État, il a parlé de vous, le privé, il a parlé de ceux qui détiennent la bourse, c'est-à-dire le privé, parce qu'au fond, c'est le privé qui détient la bourse. C'est les banques privées qui détiennent la bourse. Ça veut dire que ce sont ces acteurs-là qu'il faut nécessairement impliquer si on veut opter pour une politique écrite de la propriété, de la promotion de l'innovation. Je dis bien une politique écrite et adoptée, pour que ça ait un caractère contraignant, de sorte qu'on ne puisse pas dire, peut-être que au tout début, on va tâtonner un peu sur l'application, parce que nous savons aussi que nos États, c'est comme ça. Hein? Quand on a, par exemple, une loi portant sur la politique de la propriété intellectuelle, il faut prendre des textes d'application, il faut dégager les moyens pour tout ça, mais ça va peut-être prendre du temps, mais je pense que ça devrait pouvoir aller. Donc, moi je pense qu'il faut nécessairement, au tout départ en tout cas, si on veut élaborer une politique de la gestion de l'innovation, une bonne politique, il faut l'écrire, il faut faire adopter par nos représentants qui sont où vous savez. Et puis, dégager les textes d'application. Dégager les textes d'application, ça suppose qu'on soit encore ensemble, on s'inspire de ce que dit la loi, et puis ensuite, on voit si on peut trouver des textes d'application, de sorte que, en ce qui concerne les aspects protection,
Nous savons que les aspects protection, ça c'est l'OAPI qui s'en charge. C'est notre organisme à nous tous. Les aspects promotion, c'est les agences dont vous venez de parler tout à l'heure. Et les aspects valorisation, ça c'est beaucoup plus élargi. C'est des entreprises que nous allons peut-être faire voir le jour, de sorte que les entreprises qui sont les acteurs en bout de chaîne puissent, peut-être même nos entreprises, puissent en même temps faire en sorte que les produits d'innovation inondent nos marchés au lieu que ce soit des marchés inondés par des produits venus d'extérieur. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est important. Alors, il y a aussi au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, je veux parler de l'OAPI, un peu plus en détail. Je me demande, et là, je ne sais pas, mon confrère conseil en propriété industrielle est là, je me demande s'il ne va pas falloir aussi que l'on regarde du côté de l'OAPI. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je sais que l'OAPI peut faire mieux. Je suis un produit de l'OAPI, je sais que l'OAPI peut faire mieux en ce qui concerne la promotion, pas seulement la protection, la promotion et la valorisation de l'invention. Parce que l'OAPI, effectivement, l'OAPI, la mission de l'OAPI, c'est d'assurer la protection de l'innovation. C'est d'assurer la formation. Parce que ça aussi, c'est un aspect qui est important, la formation. Et puis, c'est également, il faut faire la promotion. La promotion, la valorisation, la commercialisation des produits d'invention et d'innovation. Ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, je me demande, peut-être qu'au cours de la réflexion, je suppose qu'elle va être engagée d'ici là, vous allez pouvoir associer, ne serait-ce que les représentants de l'OAPI ou l'OAPI elle-même. Parce que quoi qu'on dise, hein, l'OAPI devrait pouvoir, avec tous les acteurs que nous sommes, voir dans quelle mesure contribuer aussi à la promotion et à la valorisation de l'invention, même si je sais que dans tous les cas, ils font déjà quelque chose. Mais je pense qu'ils peuvent faire mieux. Il y a l'OIPI, bien sûr. Il y a le Burida, on peut citer les institutions. Mais il y a aussi l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, avec qui tous nos États collaborent, tous nos États coopèrent. Et qui peuvent également, l'OMPI peut également mettre sa main à la pâte de sorte qu'on puisse arriver à concevoir une bonne politique, une politique adaptée aux besoins de nos États. Et cette politique-là, au niveau national, moi je pense qu'il faut pas oublier les centres de recherche. Il ne faut pas oublier les centres de recherche, il ne faut pas oublier les laboratoires, il ne faut pas oublier les universités, parce que c'est là aussi qu'on peut, par exemple, peaufiner, si le mot est juste, peaufiner les inventions et les innovations qui sont exposées ici. Parce qu'on peut arriver à des produits beaucoup plus élaborés et scientifiquement beaucoup plus défendables. Je terminerai en disant que moi, j'ai quelque peu échangé parfois avec l'UEMOA et la CE2AO. Ce sont des institutions sous-régionales. Je pense qu'il faut les associer. Il faut les associer au plus haut sommet. Parce qu'au fond, c'est là-bas que les décisions se prennent. Quand vous entendez le sommet des chefs d'État de la CE2AO, ben, au fond, c'est là-bas que les décisions se prennent. Je pense que si on associe tous ces acteurs-là, qui ne sont pas forcément des inventeurs, je pense qu'on peut arriver à élaborer une bonne politique de promotion, de protection et de valorisation de l'innovation. Et j'ai dit encore une fois, moi je préfère choisir le terme innovation, mais évidemment on peut parler de l'invention et de l'innovation, les deux même peuvent être dites ensemble, parce que l'invention, c'est de l'invention qu'on va à l'innovation, et de l'innovation on va à la croissance économique, et de la croissance économique on va au développement. Voilà un peu ce que j'avais à dire. J'espère que je n'ai pas préparé quelque chose parce que justement, vous voyez, même mon président n'a pas préparé quelque chose. Donc, il ne peut pas nous en vouloir. Je pense qu'on peut peut-être essayer. Je suis bien content d'être là ce soir. Et je le dis haut et fort, j'espère être invité
à la prochaine Abidjan Innova 2022. Pour terminer, j'ai un ouvrage que j'ai produit. Moi, j'ai réfléchi beaucoup sur la promotion, la protection de l'innovation. L'ouvrage est là. Je ne demande pas à tout le monde de l'acheter, mais je demande à tous les innovateurs, à tous les inventeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites. Je sais qu'il y a des conseils ici. Mais je sais que les textes de l'OAPI, vous le savez, sont en mouvement. Ça aussi, vous le savez certainement. Et d'ici là, on va passer à l'accord de Bangui version 2015. Version 2015. La version 99 va laisser la place à la version 2015. L'ouvrage tient compte de cela, de cette évolution qui viendra. Et je pense que vous qui êtes inventeurs et innovateurs, vous devez être les premiers à vous approprier les changements qui vont venir. Je sais que la structure nationale de liaison à travers l'OIPI va le faire, mais il est bon que vous dévancez les vannes dans l'eau pour prendre les bonnes informations, de sorte que cela puisse contribuer, que vous puissiez vous-même contribuer à la mise en place d'une bonne politique de gestion des innovations. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Yen. Il a fait le tour, en tout cas, d'un certain nombre de questions. M. Yen a insisté sur l'élaboration des politiques écrites contraignantes. Il a donné l'exemple du Burkina Faso, notre pays frère. Il a également donné le trio protection, promotion, valorisation. Il a également demandé que les inventeurs, la fédération, etc., s'appuient sur des organisations régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA également. Et M. Yen a aussi évoqué l'appui de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc je rassure M. Yen rapidement que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a élaboré des lignes directrices pour l'élaboration des politiques de propriété intellectuelle en ce sens, à l'endroit des États, à l'endroit des universités, des centres de recherche, etc., qui sont disponibles, voilà, et qui sont mis à la disposition des offices de propriété intellectuelle industrielle du monde entier. Et également, au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il y a des séances de travail qui ont eu lieu, je crois, récemment, ces dernières années, sur comment appuyer les universités, les centres de recherche des pays africains, également en collaboration avec l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle, également des pays anglophones de l'autre côté, donc l'organisation sœur de l'OAPI, donc l'ARIPO, voilà, dont le siège est à Harare au Zimbabwe. Donc il y a eu des séances de travail avec les universités, avec l'OMPI, avec l'OAPI, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase de sensibilisation des autorités universitaires africaines pour les accompagner dans l'élaboration de ces politiques de propriété intellectuelle. Je pense que ça va aussi dans le même sens. Ça va appuyer les initiatives comme Agenov. Okay. Donc, maintenant, nous allons écouter également M. Tano Kouadio. Je crois que vous avez écouté ce que le président a dit, ce que M. Yen également a dit. On aimerait avoir également votre point de vue. Je pense que ce sera un peu plus européen, puisque vous représentez la FEDENSI à Londres. Voilà, donc on aimerait également avoir votre point de vue là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Merci. Je tiens à remercier le président de la FEDENSI, tous ses membres, ses collaborateurs et tous les inventeurs pour le travail qu'ils font pour la Côte d'Ivoire et tous les autres membres qui sont des pays voisins africains. Mon intervention sera spécifiquement sur le droit, parce que je suis un homme de droit, et sur le thème la politique de gestion des produits d'invention. Lorsqu'on parle de politique de gestion des produits d'invention, tout de suite, on voit la propriété intellectuelle. Et qui dit la propriété intellectuelle voit patente, c'est un vieux mot, je crois.
patente, qui veut dire, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui suis le propriétaire de cette invention. Et tout de suite, vous voyez quoi? Des querelles, des palabres, des problèmes. C'est dans ce contexte-là que nous, les hommes de droit, nous intervenons. C'est intéressant parce que vous pouvez ne pas vendre votre produit d'invention ou d'innovation. Mais si vous suivez de très près votre produit, parce que quoi? Parce que vous l'avez enregistré. Il a un numéro d'enregistrement qui est votre numéro de votre propriété intellectuelle. Vous pouvez saisir un cabinet d'avocats. Et donc, si vous gagnez votre procès, vous serez dédommagé. Le perdant vous paiera vos droits, les honoraires que vous avez payés pour votre avocat. En plus de cela, cette personne qui vous a plagié ou bien copié, vous paiera une compensation. Si vous comprenez bien, cela veut dire quoi? Avant même d'aller sur le marché et vendre, déjà là, à partir de là, si vous maîtrisez ce côté légal, vous pouvez faire des sous sans même aller sur un marché. Et vous comprenez qu'aux États-Unis, dans les pays européens, il y a beaucoup d'inventeurs qui vivent de ça. Parce qu'ils ont une équipe légale autour qui surveille tous les petits bruits. Au niveau de la musique, par exemple, toutes les notes de musique, les batteurs de batterie, les guitaristes, ils ont leur son et ils ont enregistré, ils ont leur numéro d'enregistrement. Si vous rentrez dans un studio et que même vous faites un tout petit pincement de guitare, de la corde de la guitare, et ce qui a été protégé, son équipe légale va vous traduire devant les tribunaux et vous allez payer des millions. Donc, le thème d'aujourd'hui devait nous inspirer au départ. Lorsque vous enregistrez votre produit d'invention, vous devez vous entourer d'un cabinet d'avocats ou bien d'une équipe légale, ou bien comme avec la FEDENCI, s'attacher les services d'un cabinet d'avocats ou bien de 2 cabinets d'avocats. Ce n'est pas tous les cabinets d'avocats qui sont experts dans tous les domaines de votre propriété intellectuelle. Et aussi, c'est divisé en différentes catégories. Et il faut des experts. Nous, notre cabinet d'avocats, nous ne sommes pas basés ici en Côte d'Ivoire, nous sommes en Angleterre, en plein centre de Londres. J'ai déjà aussi intervenu au tribunal au nom de certains clients par rapport à des licenciements abusifs. Et nous avons gagné le procès parce qu'il y a eu propriété intellectuelle dans ce qui a été fait. Et donc, nous avons saisi l'opportunité pour demander à l'employeur de payer des dédommagements à notre client parce que durant tout le temps qu'il a travaillé dans cette compagnie, il a produit des idées ou bien des documents qui lui sont propres. C'est vrai, il a utilisé le nom de la compagnie, mais l'idée est venue de lui. Donc, on lui a payé des dédommagements. Donc, le thème d'aujourd'hui peut vous guider dans ce sens-là de départ, pour dire que vous avez un peu d'argent de côté dès l'instant où vous enregistrez votre produit d'invention. Ce que je voulais ajouter encore, c'est il s'agit toujours de comment gérer. Votre produit est sorti, nous savons très bien que ce n'est pas aussi facile d'obtenir des subventions, d'obtenir des financements et produire et compétir avec les multinationales. La petite expérience que je connais, je voudrais partager. Et comme je suis là aujourd'hui, nous aurons d'autres séances de travail. Par exemple, un produit d'invention, ce que je vois déjà sur les tables,
il y a possibilité de négocier avec les supermarchés qui possèdent des halls à l'intérieur. Je sais que ce n'est pas encore bien développé ici, mais le président Djibril peut négocier avec les supermarchés et même dans cette salle, choisir une date ou bien choisir un jour dans la semaine ou bien dans le mois ou une date dans le mois, venir exposer, faire de ça une habitude, mais je crois qu'ils ont déjà un truc comme ça, un salon ou bien un truc comme ça. Mais la FEDENSI peut faire ça dans les supermarchés, les showrooms, voilà. Mais il peut éclater dans les supermarchés à travers toute la Côte d'Ivoire et à travers toute la sous-région, exposer les produits comme ça d'une manière régulière. Si les supermarchés ne veulent pas exposer vos produits, vous pouvez les vendre. Mais demandez au gouvernement, à l'État, de vous aider dans ce sens-là. Ça ne va pas leur coûter beaucoup d'argent. Seulement intervenir auprès des responsables, des propriétaires des supermarchés pour que vous puissiez avoir des stands du lundi à lundi et vendre vos produits. Et c'est petit à petit qu'avec l'engouement que certains produits seront exposés dans les supermarchés. Il y a aussi un autre procédé en Europe, en Angleterre par exemple. Il y a des gens qui ont les moyens qui ont construit des supermarchés spécialement pour des nouvelles inventions avant d'aller sur le grand marché. Donc ce sont des supermarchés, mais c'est pour les nouveautés, quoi. Ici encore, on peut voir les gens qui sont un peu plus riches que les autres, pas toujours le gouvernement. À l'époque, quand on partait, il y avait les chauffeurs, les propriétaires de transport tels que les Nsékans. Vous pouvez approcher des individus comme ça qui ont un peu d'argent, qui peuvent investir dans ce genre de supermarché. Le gouvernement, c'est un peu trop lourd, l'administration, c'est un peu difficile. On peut faire une petite pause et puis maintenant se tourner vers des privés qui peuvent financer. Parce que si des privés financent des campagnes présidentielles, c'est qu'il y a possibilité de financer peut-être des petits supermarchés, des supérettes FEDENSI à Trashville, au marché de Trashville, à Bobo, ainsi de suite. On peut commencer par là et c'est faisable, c'est pratique et ça ne peut pas trop causer d'inconvénients à d'autres personnes. Donc voilà ce que je vais dire concernant la politique de gestion des produits d'inflation. Sur le plan légal, entourez-vous de cabinets d'avocats. Vous pouvez avoir un peu. Si c'est bien suivi, celui qui copie, même serait que 1 centimètre ou bien 1 millimètre de votre produit ou bien la saveur de votre produit, vous traduisez la personne au tribunal. 50 000, 500 000, ce n'est pas petit. Ça peut vous permettre d'avancer. Et c'est comme ça partout dans le monde entier. Les gens suivent de très près leurs produits qui sont enregistrés. Et il y a toujours des procès à travers le monde. Donc merci. Nous disons merci à M. Tano Kouadio pour son intervention. M. Tano Kouadio a évoqué les aspects juridiques, les aspects légaux de la protection des inventions et des innovations. Ensuite, il a proposé des stratégies de promotion, de valorisation de nos inventions, de nos produits d'innovation, etc. ici. Et il a également, troisièmement, évoqué le fait de ne pas attendre des fonds, des subventions de l'État seulement. Voilà. De s'approcher également de bailleurs de fonds, de personnes aisées, en griffe, comme il a dit, voilà, pour appuyer les initiatives, pour aider les inventeurs, les innovateurs, etc., à écouler leurs produits, à valoriser leurs produits. Je crois qu'il a évoqué les showrooms. Donc, repasser la parole au président. Quand il a parlé des showrooms, le président a réagi. Donc, je crois que c'est en même temps une bonne transition pour donner la parole à M. le Président. Donc, est-ce qu'il y a déjà des initiatives dans ce sens-là au niveau de la FEDENSI pour aider à écouler les produits, à valoriser les produits, pour aider les inventeurs à avoir des retours, en fait, si investissement. Voilà. Merci. Le principe de showroom
Il y a d'ailleurs un de nos membres qui sera content parce que lui va parler de tips. Tips, c'est un peu dans le sens d'avoir des supérettes à travers le pays, même en dehors, où on va emmener directement nos produits d'invention et d'innovation. Donc ce sont des structures spécialisées pour vendre les produits d'invention et d'innovation et donc des produits généralement qui sont fabriqués sur place. Ça c'est compris dans la politique de commercialisation, de distribution au niveau de Aginov. Donc Aginov va faire de la production, certes, mais Aginov va faire de la distribution. Et les tips sont compris à l'intérieur de la politique de commercialisation au niveau d'Aginov. Donc ça c'est quelque chose qui est intégré. Actuellement, ce que la fédération a, et chacun peut le savoir ici, c'est que la plupart des produits qu'on a vus ici, nous avons ouvert au niveau de notre permanence avec l'accord de l'OIP, nous avons ouvert un showroom pour que on n'attende pas seulement une fois l'année au salon Abidjan Innova pour voir certains produits. Mais quand vous allez là-bas, au showroom de la FEDENSI, immeuble de l'industrie, au plateau, voilà, vous allez toujours trouver les produits, au moins un échantillon, et pouvoir entrer en contact avec la personne qui est en charge. Donc nous avons rendu accessible, vraiment accessible, les produits qui sont prêts, qui sont commercialisés et qui sont issus de nos innovations. Je voulais dire quelque chose concernant ce que le frère a dit tout à l'heure, qu'il préfère le mot innovation au mot invention. C'est ce que je constate. Je constate que dans les discours, un peu partout, dans les plans de développement, dans les politiques, etc., les gens sont à l'aise avec le mot innovation. Et ils évitent de dire invention. Mais parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Et on ne doit pas les suivre. On ne doit pas les suivre dans cette histoire de réserver innovation à d'autres. L'invention, là, c'est ici. Donc, il faut qu'ils intègrent l'invention. C'est la politique de gestion de l'invention. Quand il dit innovation nette, moi, j'ajoute technologique. Parce qu'il faut que ça soit clair. L'invention et l'innovation technologique. Sinon, l'innovation, c'est un mot bateau. Tout rentre dedans et chacun est à l'aise parce qu'il suffit de faire quelque chose un peu différemment. On dit j'ai innové. Et c'est vrai. Or, lorsque nous revendiquons le caractère d'invention, c'est un argument économique, un argument stratégique et donc il bénéficie de la protection dont a parlé tout à l'heure Maître Kouadio. Cette protection est plus forte lorsque c'est une invention. Si vous protégez une invention, vous avez une protection dans le système OAPI pour 20 ans. Pendant 20 ans, vous pouvez exploiter, et ce qu'a dit tout à l'heure Maître Kouadio, ça, vous êtes propriétaire de ça pendant 20 ans. Or, les autres, les innovations, mais chaque saison a ses innovations. C'est-à-dire, ça dure 1 ou 2 saisons, et puis bon, on passe à autre chose. Donc, si on veut mettre en place une politique, il faut qu'elle soit une politique qui se repose sur des choses qui vont rester longtemps, des choses qui nous permettent, je ne sais pas, de faire notre apprentissage et puis de faire l'expertise. Donc, innovation,
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris le thème invention. Comment on appelle ça? Le mot toujours là. Oui. Moteur de l'innovation et du développement. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que pour se développer, il faut innover. Tout le monde va dire ça dans tous les pays, surtout en Afrique, on aime ça. Innovation, innovation, parce que pour développer, il faut innover. Mais en réalité, l'innovation qui permet de soutenir une politique de développement et d'industrialisation, c'est l'innovation qui s'appuie sur des inventions. C'est l'invention qui a le caractère suprême de la protection dont a parlé tout à l'heure Maître Kouadio. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. C'est vrai, le président Djibril l'a mentionné, c'est 20 ans, l'invention. Et si les autorités ou bien certaines structures insistent sur le mot invention, c'est parce que ce que je venais de dire et ce que le président vient de dire sont exacts. Vous allez vivre sur le plan légal de votre invention pour 20 ans. Regardez les pays comme la Chine et tous ces pays asiatiques. Quand ils viennent à vos expositions, ils viennent copier. Souvent, ils sont bloqués dans la finition de leur invention. Ils viennent, ils regardent, vous expliquez, ils vont avec ça et tac, ça déclenche. Et ils finissent leur invention. L'invention aussi est enregistrée d'une manière locale. Donc ici, c'est OIP qui est l'institution qui enregistre les inventions. Ça ne va nulle part ailleurs. Si vous voulez protéger votre invention ailleurs, par exemple en France ou bien en Chine, vous êtes obligé d'aller enregistrer votre invention en Chine. Pour les petits tuyaux, puisqu'il s'agit d'invention là, il y a de l'argent à gagner dans l'invention. Si vous étiez malin, après avoir enregistré ici, vous allez en Chine enregistrer, parce que ceux-là, c'est des copieurs. Vous allez enregistrer en Chine et engager un cabinet d'avocats et des experts pour observer ce qui se passe. Vous allez avoir un peu d'argent. Et c'est pourquoi le mot invention, c'est le mot primaire qui est le moteur de l'innovation. C'est pourquoi il faut insister sur le mot invention et il faut faire de l'invention. L'innovation, il n'y a pas de brevet. Il peut y avoir des brevets à moins que ce soit quelque chose de tout à fait spécial. Mais ça aide l'innovation. Voyez-vous la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est une grande puissance. Mais ils ont tout copié des autres pays européens, américains. La plupart de leurs inventions, de ce que nous avons, c'est des copies. Ils vont payer, ils ne se fatiguent pas, ils vont payer les brevets, ils payent. Il y a des manières de payer maintenant, le président le sait. Vous pouvez payer une petite partie, payer une partie d'une invention complète et puis l'adapter à votre pays ou bien à ce que vous voulez faire. Mais si vous faites l'invention dès le départ, vous pouvez vivre de ça pour 20 ans. Merci. Tano Kouadio, donc Maître Tano Kouadio, j'aimerais rapidement également, encore une fois de plus, rassurer les uns et les autres rapidement. Rassurer également d'abord Maître Kouadio Tano pour dire que quand vous protégez une invention ici, en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui comprend 17 États membres, votre invention est protégée dans les 17 États membres. Donc le titre de propriété intellectuelle que vous avez ici en Côte d'Ivoire est valable dans les 17 États membres. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Centrafrique, etc. Donc il y a 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et dans l'ancien système, il y a pour protéger au-delà de son territoire, parce que l'OAPI est considéré donc comme un seul territoire en matière de propriété intellectuelle, c'est 17 pays, mais quand on parle de propriété intellectuelle, l'OAPI est considéré comme un seul pays. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Donc dans l'ancien système, quand vous faites une protection dans votre territoire géographique, comme l'a dit M. Tano Kouadio, vous allez demander la protection ailleurs pour que vous soyez protégé là-bas, parce qu'il n'y a pas de protection mondiale en matière de propriété intellectuelle. Voilà. Mais il y a des conventions au niveau international qui sont administrées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Voilà. Donc il y a plusieurs conventions dans le domaine de la propriété intellectuelle qui sont administrées par l'OMPI. Et parmi ces conventions, il y a une convention internationale qu'on appelle le PCT. Donc c'est un traité international qui permet aujourd'hui d'avoir une demande, de lancer une demande de protection mondiale. Écoutez bien, j'explique. C'est-à-dire, il n'existe pas de brevet mondial. Voilà. On ne peut pas avoir un type de protection qui protège dans le monde entier. Voilà. Mais les pays, l'ensemble des pays membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a réfléchi à créer aujourd'hui un traité qu'on appelle le traité de coopération en matière de brevets. Ça, c'est dans le domaine des brevets, parce qu'il y a d'autres traités internationaux qu'on appelle le PCT, donc le Patent Cooperation Treaty, donc le PCT français. Quand vous avez une invention dans votre territoire, vous protégez, vous demandez la protection. Voilà. Et avant que la protection que vous avez demandée arrive à 12 mois, c'est-à-dire avant 1 an, vous demandez une procédure internationale PCT. Voilà. Ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous adresser à l'OIP, à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, ils vont vous donner les informations là-dessus. Voilà. Et dans cette procédure PCT, donc dans cette procédure internationale, qui arrive au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève en Suisse, là-bas, ils vont lancer une autre procédure au niveau mondial maintenant, et vous aurez la possibilité de choisir parmi les pays du monde entier quels sont les pays dans lesquels vous voulez étendre votre protection. Voilà. Quels sont les pays dans lesquels vous voulez étendre votre protection. Et comment ça se passe? Quand vous protégez, une fois qu'un an arrive dans votre pays, dans votre territoire géographique, ce n'est plus possible de lancer la procédure internationale. Mais avant 1 an, vous lancez la procédure. Et l'OMPI met 18 mois pour publier, attendre 18 mois après votre dépôt là-bas, international, pour publier dans le monde entier, pour dire que voilà telle personne, tel inventeur de tel pays qui a demandé une protection internationale. Voilà le contenu de la demande. Parce que, aussi, entre parenthèses, aujourd'hui, il existe des bases de données de brevets en ligne. Donc, ce sont des bases de données technologiques qui permettent aujourd'hui d'avoir accès à des brevets. Voilà. Il y a des bases de données qui sont gratuites, il y a des bases de données qui sont payantes. Voilà. Donc, l'OMPI, dans sa base de données mondiale de brevets, va publier pour informer le monde entier qu'il y a tel inventeur de tel pays qui a demandé la protection de la procédure internationale et qui souhaiterait demander étendre la protection dans tel pays. Voilà. Donc, l'OMPI fait ce travail-là au niveau international. Et après les 18 mois, vous avez encore 12 mois pour sélectionner les pays dans lesquels vous voulez faire la protection et maintenant entrer en contact depuis ici, sans payer le billet d'avion, sans vous déplacer, entrer en contact avec des mandataires maintenant qui sont sur place, qui suivent la procédure pour vous de protection. Et vous payez les droits d'annuité directement avec eux là-bas et ils se chargent de suivre votre dossier dans ces pays-là. Donc, le PCT vient faciliter les procédures à l'international. Donc, un inventeur n'a plus besoin de se fatiguer, quitter son pays, payer les billets d'avion, pour se promener par exemple en Chine, etc. Non, le PCT s'occupe de ça. Voilà, il reste sur place et l'OMPI coordonne avec les autres pays dans lesquels il souhaiterait lancer la protection. Donc, ça, c'était pour vous rassurer. Voilà. Je voudrais, avant de faire quelques observations, d'abord féliciter notre frère Djibril, que je connais depuis longtemps, pour avoir dirigé cette fédération depuis des années et pour l'organisation de cette rencontre, qui est une rencontre d'échange sur les innovations et les inventions. Je voulais dire que de tout ce qui vient d'être dit, il faut dire que l'Afrique, et en particulier la Côte d'Ivoire, est un grand pays où nous avons observé qu'il y a eu le développement de l'innovation ainsi que les inventions. Depuis les années 70 déjà, on avait des chercheurs qui avaient trouvé au niveau de l'agroalimentaire comment on pouvait faire la sauce graine, par exemple, comment on pouvait faire le foutou igname, et tout ça. Donc ça fait longtemps que nous sommes dans ce domaine et la Côte d'Ivoire, donc, c'est un pays d'expérience dans ce domaine. Je voulais dire que c'est à dessein, puisque nous sommes un pays à vocation agricole. Et donc les innovations que vous voyez
Vous voyez, par exemple, toutes ces étagères-là, c'est plein de produits alimentaires. Donc, au niveau de l'agroalimentaire, c'est vraiment le domaine dans lequel on peut exceller. Et ça c'est une bonne chose pour nous. Là où peut-être nous avons des difficultés, c'est les innovations et les inventions au niveau de la métallurgie. Hein, tout ce qui est acier, ce n'est pas de notre culture. Si ce n'est que nos frères du Nord qui font un peu, qui travaillent un peu l'acier, mais nous on n'a pas cette culture-là. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que le problème au niveau du développement des inventions et des innovations, c'est au niveau de la consommation que nous avons un problème. Parce que tout à l'heure, vous avez cité ces étapes, mais l'étape de la transformation du bien à un bien qui peut être utilisé par la société, mais il faudrait que cette société consomme ce produit. C'est pour cela que les grands pays qui ont eu le développement industriel, c'est des pays où le marché intérieur est très développé. Tous ces pays-là, en Europe, aujourd'hui la Chine, le marché intérieur est très développé. Moi, j'ai une amie qui est dans la salle qui a inventé disons, un petit matériel pour piler le foutou. Mais c'est combien de personnes qui achètent ce matériel-là? Il a ça, moi chaque fois je passe à son magasin, mais il y en a. C'est toujours là, c'est les mêmes quantités qui sont là. Il va produire en quantité, mais c'est pour vendre où? Donc je voudrais nous encourager tous pour dire que nous devons mettre l'accent sur la consommation intérieure. Si la consommation intérieure est très développée, vous allez voir que les produits vont s'écouler et il y aura même des gens qui viendront pour investir là-dedans. Merci. Je voulais juste appuyer le problème des consommateurs. C'est-à-dire où se trouve la clientèle. Et la Chine, vous savez qu'elle s'est développée, elle est devenue ce qu'elle est grâce à l'exportation. Ils ont occupé le marché au plan mondial. Mais ils sont en train de revenir au marché local. Ils sont en train de revenir parce qu'ils se sont rendus compte que cette politique de cibler le marché extérieur et tout ça est très fragile. Donc c'est vrai. Et moi je pense que nous, en parlant d'Agino ou bien d'autres politiques, et tout cela, on doit trouver le moyen de faire en sorte que le marché local soit vigoureux. Et ça, bon, nous, tout simplement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des grands magasins qui peuvent vendre ces produits-là. Mais ils vont demander, les quantités qu'ils vont demander, on ne peut pas les faire. Parce que c'est production artisanale. Les quantités que les magasins vont demander, on ne peut pas garantir. Or, eux voudraient que quand ils mettent un produit dans le rayon, il ne faut pas que les clients, ils viennent aujourd'hui, il n'y en a pas, ils viennent demain. Il y en a, ils viennent aujourd'hui, non, il faut que ce soit sûr que le produit est toujours là. Donc, il y a un problème de production. Et puis ensuite, comme on ne produit pas en quantité, le coût unitaire est forcément plus élevé que les autres produits concurrents. Donc, c'est des choses auxquelles on doit vraiment penser sérieusement. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner en ce qui concerne la consommation des produits d'innovation que vous voyez. Moi, j'ai un exemple au Burkina. Ça concerne les produits alimentaires. Il y a un produit alimentaire qui a été fabriqué par une dame. C'est très bon. Et la dame, du fait de la qualité du produit, de la saveur que le produit donne, a réussi à mettre ça dans certains supermarchés. Malheureusement pour la dame, comme le plus souvent, ce n'est pas des produits qui sont élaborés de sorte que ça puisse résister au temps, il s'est posé un problème. Donc, se précipiter pour envoyer ça dans le marché, ce n'est pas toujours la solution.
Parce que ça peut se retourner même contre le produit, contre le promoteur. Parce que si finalement on voit un dépôt, ça se détériore, ça veut dire que la femme, l'inventeur ou l'innovateur aura des problèmes pour la suite, quoi. Ça aussi, c'est un des aspects. Donc c'est pour cela qu'il faut nécessairement faire un pont entre la recherche, les chercheurs, qui peuvent stabiliser davantage le produit, et les inventeurs, on les appelle les inventeurs, les innovateurs. Sinon, ça peut se retourner contre le promoteur. Alors, ceci dit, je reviens un peu à ce que disait le président. En réalité, moi, je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur le refus, enfin, en ce qui concerne le Burkina, du pouvoir public sur le terme politique de l'invention. Parce qu'ils refusent, et c'est vrai, c'est bien dit, c'est comme si nous-mêmes, on ne pouvait pas inventer. Pourtant, il y a des choses que nous inventons. Et comme aujourd'hui, si vous regardez dans les textes de l'OAPI, vous n'avez pas trouvé le terme innovation dedans. Pourtant, vous regardez le bulletin officiel de l'OAPI, vous allez trouver des innovations, pour autant que ces innovations remplissent les critères de brevetabilité qui sont brevetés. Si vous prenez 100 brevets, vous allez trouver la majorité, peut-être même on peut pousser jusqu'à 80-90%, c'est des produits d'innovation. Parce que ces produits d'innovation remplissent ce que l'OAPI appelle, ce n'est pas l'OAPI seul, c'est tous les offices de propriété industrielle, qui parlent de la nouveauté, qui parlent de l'activité inventive et qui parlent de l'application industrielle. C'est pour cela que, malheureusement, ce qui dit est vrai. Malheureusement, les pouvoirs publics, lorsqu'on leur parle de politique de l'invention, j'ai encore un exemple. Lorsqu'il était question de protéger notre Faso d'Anfani, le Faso d'Anfani, la première question que les gens ont posée, mais est-ce que ça c'est de l'invention? Tout simplement parce qu'ils voyaient le produit circuler depuis longtemps. Utilisé par toutes les femmes, utilisé par les pouvoirs. Il y a même notre révolutionnaire, malheureusement, il utilisait ça tous les jours. Donc les gens perdent de vue qu'en réalité, il y a lieu de dire que nous aussi nous inventons. Mais ils refusent cette idée-là. Et là, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut... En fait, il faut qu'ils acceptent aussi que nous pouvons inventer. Et on invente. Mais les difficultés liées à l'adoption d'une loi écrite. Si le terme invention arrive là-bas, tombe là-bas, ils vont dire, mais au fond, qu'est-ce que nous inventons? La première chose que le gars va faire, il va dire, bon, écoutez, il faut revoir votre affaire. Parce que ça, inventer, nous, on a des malades à soigner, on a des hôpitaux à construire. Bon, inventons, bon, c'est bien quoi. C'est seulement ce que je voulais dire. Sinon, le terme invention, effectivement, nous inventons. Nous innovons aussi. Je suis au ACEPO. Je suis le président de l'académie LASCAD. Je vous salue de ma part personnellement et de la part des académiciens. Je vous soutiens depuis 2 ans maintenant. L'académie, plutôt la fédération des inventeurs et des innovateurs, travaille en partenariat avec l'ASCAD, dont nous suivons de très près ce que vous faites. Ce matin, j'ai présenté ce que j'appelais une exploitation stratégique et tactique des résultats des tables rondes que nous avons organisées à l'occasion de la rentrée solennelle de l'ASCAD. Cette présentation avait pour but de montrer que le problème que nous avons en Afrique, et j'ai perçu ça en vous écoutant, c'est la cohérence de nos politiques. Et j'ai présenté à l'occasion un modèle stratégique inspiré par les dialecticiens. Ce modèle circulaire qui montre que la société est divisée en quatre parties, ce qu'on appelle des instances. Où que vous soyez, si vous entreprenez une politique,
et que vous ne coordonnez pas avec les 3 autres instances, c'est voué à l'échec. Donc, supposez que vous êtes, parce que la première instance, c'est carrément politique. Deuxième instance, c'est scientifique, technique, technologique, culturel, ce que vous voulez. Troisième, l'économie, le développement. Et quatrième, le territoire. Besoin que vous situez exactement au même point que l'Académie des sciences, puisque vous êtes dans l'innovation, la recherche, l'innovation, disons l'invention. Et toute politique que vous mettez en place là doit coordonner avec la politique, l'instant de politique. Et Djibril nous a fait un exposé magistral sur les entraves qui surgissent face au travail des inventeurs innovateurs. Et les académiciens étaient très intéressés. Nous sommes arrivés à un point où, comme je l'ai expliqué ce matin, en 2 ou 3 ans, nous sommes à la phase qu'on appelle le plaidoyer, la négociation. Parce que si vous ne négociez pas, si vous ne faites pas de plaidoyer, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, vous n'avancerez pas. Le plaidoyer consiste donc à intégrer les autres secteurs, les autres 3 secteurs. C'est-à-dire que vous devez négocier avec les politiciens, les développeurs et ceux qui font l'aménagement du territoire. Alors, pour ne pas trop bavarder, prenez par exemple le Faso d'Anfani. Ça s'est heurté à quoi? J'ai suivi ça un peu. C'est toujours le même problème. Nous sommes culturellement déformés. Djibril l'a dit tout le temps. Ce qui est fait ici, on vous dit, ce n'est pas aux normes, c'est pas beau, ceci, cela. Donc le marché, c'est pas... Si on fait une étude pour voir, eux, ce qu'ils viennent ramasser ici, si on pouvait avoir ça déjà, ça nous suffirait. Donc le principe du marché, ça joue, mais commençons par étudier ce qu'ils viennent gagner ici. Et nous disons à nos ingénieurs de faire en sorte que nous puissions gagner ça avec nos parents. C'est déjà ça. Ce sont des arguments qu'ils ont fait pour dire on n'est pas nombreux. Mais pourquoi vous venez ici? On n'est pas nombreux, donc allez ailleurs, pourquoi ils viennent ici? La Côte d'Ivoire est un marché. Alors moi, en tout cas, je dis que la Génove est bienvenue. On me dit, mais oh, c'est ça là, les gens, qu'est-ce que tu veux faire encore en plus? Tout est fabriqué. Mais si tout est fabriqué, pourquoi ils viennent ici? C'est parce que tout n'est pas fabriqué. Ils savent qu'il y a toujours quelque chose à faire. Alors, les amis, je pense que nous, en tout cas, à l'Académie, nous vous soutenons. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, ce que ça va demander vraiment, c'est encore là de l'ingénierie. Comment faire pour voir les différents écueils, les détecter et d'essayer de contrecarrer. C'est un jeu d'acteurs. Moi, je leur ai dit que je n'ai présenté que la moitié du travail. Maintenant, tous les circuits où il y a des blocages, il va falloir détecter et demander à nos ingénieurs d'essayer de déboucher pour qu'on avance. Mais la Génove est une occasion pour vous. Ça va être difficile, mais de commencer par nous-mêmes et d'essayer de détecter tout ça. Je voulais vous le dire avant de partir, parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Mais si vous êtes seulement 10 ou 15 à y croire, avançons. Le showroom, par exemple, je regarde beaucoup la plateforme. Je regarde tous les matins, j'ouvre, je regarde. Mais vous êtes extrêmement dynamique. Vous avez une communauté dynamique. Et c'est vous autres qui allez sauver nos pays, quoi qu'on dise. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Chantal Guiraud. Moi, je suis tisserande. Je fais les pagnes tissées. Et je voudrais saluer et féliciter le président Djibril avec toute son équipe. Je vous ai suivi de loin très souvent. C'est une occasion, la première fois que directement je vous vois. Mais je crois que j'ai suivi quand même la FEDENSI de très loin parce que en relation de travail avec Maître Tano depuis un moment, qui nous parlait déjà de la FEDENSI, Donc on a pu suivre quand même vos activités. Mon intervention concerne la protection de la propriété intellectuelle et la protection
des pagnes tissées. Quand je commençais, j'ai débuté l'activité de pagnes tissées en 2012. Et la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de me rendre à l'OAPI en ce temps, pour savoir, j'avais déjà commencé à travailler sur le pagne tissé de l'ouest de la Côte d'Ivoire et j'ai travaillé à maintenir les couleurs, j'ai travaillé à améliorer la qualité de ce pagne-là. Et quand je me suis rendu à l'industrie pour dire, bon, voilà ce que j'ai apporté au pagne, qu'est-ce qu'on fait? La réponse qui m'a été donnée, c'est que, Madame Guiraud, les pagnes, les motifs de chaque pagne appartiennent aux régions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le pagne tissé de l'ouest de la Côte d'Ivoire appartient à la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc s'il y a une protection à faire, s'il y a une protection de la propriété à faire, et cela revient automatiquement à la région. C'était très bien, j'ai aimé cette partie-là. Et j'ai continué de ma route, mais il s'est trouvé que durant mon parcours, j'ai pu découvrir que le pagne tissé même de toute la Côte d'Ivoire, de toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire, se font copier partout ailleurs et rien ne se fait. Or, pourtant, mon protecteur, c'est-à-dire que mon porte-parole qui est l'OAPI, m'avait déjà dit que Chantal, t'en fais pas, les pagnes sont protégés parce que c'est pour la région et donc pour la Côte d'Ivoire. Mais rien, on voit les Chinois, il y a le Boliclo chinois. Moi j'ai fait tous les salons, hein. J'ai même fait le salon de Milan avec l'agriculture. J'ai fait tous les salons. Je parcours le monde pour les salons d'exposition et tout ça. Mais j'ai pu voir combien nos articles, nos créations, surtout les pagnes qui m'intéressent, sont copiés. Même à nos nez et à nos barbes en Côte d'Ivoire, on voit bien que les motifs des pagnes de la Côte d'Ivoire sont bien copiés par des géants du textile. Et rien n'y fait. Il n'y a rien. On regarde et puis il n'y a rien. Alors, aujourd'hui, on est à une plateforme idéale, celle des inventeurs. Dieu merci, je pose ouvertement cette problématique. Je me demande, est-ce que nos autorités, toutes les lois, tous les tests que nous avons, ce serait juste de la façade ou est-ce qu'il y a un fondement vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une protection? Pour ma part, je dirais non, parce que j'ai pu voir toutes ces copies, j'ai pu voir tout ce que j'ai vu ailleurs, même ici, et je dis non, mais malheureusement, c'est non, malheureusement. Et l'autre point de mon intervention, je ne vais pas répondre à votre place, monsieur Zéa, ça. Je ne vais pas répondre à votre place, mais je sais que vous êtes impatient de me dire des choses, mais ce sont des choses que je connais, j'ai vu les tests. Je suis bien connue des bureaux de l'OAPI, monsieur Soungouan me connaît. Je suis celle-là qui fait la promotion du salon, les journées du pain traditionnel ivoirien, un salon de 10 jours. Et donc, je connais le sujet dont je parle. Je sais très bien, j'ai pu découvrir, j'ai cherché, je sais de quoi je parle. Et en réalité, il n'y a vraiment rien de prévu pour la protection des pains tissés. Il n'y a rien de prévu. Il y a des tests, mais il n'y a pas de protection. L'autre point, c'est par exemple les créations, les inventions qui se font. Il y a les Africains sont très intelligents et beaucoup alertes. Et on a pu remarquer qu'il y a des inventions véritables. Je prends le cas de mon pays, le Burkina Faso, que j'aime bien, parce que j'ai été formée là-bas pour le tissage et la teinture. Et donc, j'ai vu récemment le métier à tisser, mécanisé mais automatique, et qui produit lui seul, qui lui-même tisse les pagnes. On n'a plus besoin que Chantal s'asseye derrière son métier à tisser pour taper, mais la machine est faite. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, enfin, je deviens industriel, je vais pouvoir produire à grande échelle. Donc je me dépêche pour appeler les contacts. D'abord, ça c'est un problème de tous les inventeurs, tous les créateurs. D'abord, la maison qui a publié la vidéo du jeune homme n'est même pas accessible au téléphone. Et quand Maître appelle, on finit par les avoir, ils ne savent plus où on pouvait le trouver.
Donc c'est moi-même maintenant qui reprends, je fais des recherches. J'ai même envoyé, puisque comme j'ai dit, j'ai été formée au Burkina Faso, je suis une fille adoptée du Lalé Naba, donc j'ai accès au Faso comme à Kubli, non? Donc j'ai fait les recherches moi-même pour trouver le jeune homme, mais malheureusement, il n'a que son seul prototype là. Depuis longtemps, il m'a dit, maman, ça fait 2 ans que j'ai ça, je n'ai pas encore fait le deuxième. Et ça, je suis sûr que c'est tous les inventeurs, nous avons tous les mêmes problèmes. C'est tellement par manque de financement. Or, imaginons, nous savons combien le Faso d'Anfani est très prisé. Et moi, je peux le dire, il est très vendu ailleurs. Donc, cette machine va nous faire vite et en quantité industrielle. Va nous rendre compétitifs par rapport aux grandes industries du textile. Mais malheureusement, le jeune, il s'appelle Djibril aussi. Il est encore à son seul prototype et il n'a pas de moyens pour en faire un autre. Nous sommes là à attendre, nous sommes nombreux à attendre qu'il fasse un deuxième, un troisième pour que nous achetons, mais il n'a pas les moyens. Donc, je reviens encore à nos autorités pour dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment ces inventeurs-là sont accompagnés? Je dirais encore non. Je dis non, il n'y a pas d'accompagnement malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est beau, on vient, M. Djibril, là, il s'est dépouillé certainement, on est là en train de parler. Mais après ça, chacun rentre chez lui. Et puis, chacun se débrouille comme il peut. Mais est-ce que vraiment, moi je me pose la question, est-ce que ça vaut encore la peine de créer, de continuer de créer? Mais si ce n'est pas seulement que parce que c'est une œuvre de l'esprit, et que tant que tu as cette passion, tu veux encore, mais il n'y a rien pour accompagner les créateurs. Il n'y a rien pour les inventeurs. Il n'y a rien. Et il faut vraiment que cet aspect-là soit vu de très près pour qu'au moins, tout ce qu'on est en train de dire, les mots, on est inventeur, on est innovateur. Non, en Afrique, il y en a des inventions, mais ailleurs, ils sont accompagnés financièrement. Donc, il leur suffit d'un petit peu et puis c'est lancé. Ce n'est pas le cas chez nous. Je crois que c'est là-bas qu'il faut qu'on aille regarder. C'est de ce côté-là qu'il faut vraiment regarder pour qu'on dise que oui, en Afrique, on invente. Sinon, tant que chacun va produire et puis il va rester devant sa porte avec son invention, non, il n'y a pas d'inventeur. Il n'y en a pas. Et le dernier point serait, par exemple, la question juridique. Comme j'ai dit, moi, je parcours le monde. Et la question juridique, il est vrai que nos autorités prévoient des lois, des tests pour protéger nos créations et nos inventions. Mais comme nous ne sommes pas, comment on appelle ça, ces tests ne nous suivent pas à travers le monde forcément, parce que le pain, tu sais, qui a été copié, moi j'ai vu le boliclo chinois sur la foire de Paris, hein, au vu et au su de tous, et puis rien n'a été fait. Or, si par exemple la région du Béquet qui produit ce boliclo-là avait un avocat international du côté de l'Europe, je pense que son problème serait résolu, puisqu'on ne va pas attendre que la Côte d'Ivoire s'élève pour aller, mais il a déjà son avocat international. Donc cet avocat-là, il va prendre lui-même la responsabilité de défendre. C'est en cela que la question juridique est importante selon ce que dit M. Kouadio. C'est vrai, notre pays nous protège, mais comme nous vivons de notre art, que nous vivons de notre métier et que c'est notre business, il autant prendre le taureau par les cornes et que de l'autre côté, on se protège déjà. Voilà ce que moi je peux proposer à mes collègues créateurs et inventeurs. Je vous remercie. On a parlé de la protection, on a parlé de la commercialisation, mais à mon humble avis, le seul dénominateur commun, c'est l'éducation. Dans nos cursus éducatifs, dans quel programme, à quelle classe parle-t-on d'éducation, plutôt d'invention? Nous faisons des études avec des bacs plus 2000, bacs plus 50, mais quand on parle d'invention, vous pensez que ce sont seulement les Américains qui peuvent le faire. Pendant que vous avez le même diplôme que ceux-là, ça veut tout simplement dire que nous sommes mal formatés. Ça, on doit être conscient si nous voulons que les choses changent. Dans les esprits de nos enfants, le mot invention n'existe pas. Quand on dit invention, c'est japonais, c'est chinois, c'est américain. Mais qu'est-ce que vous attendez de cet homme quand il deviendra ministre? Quelqu'un à qui on n'a jamais inculqué la notion que ton ami peut inventer. Quelqu'un à qui on a appris à combattre l'autre. Quand j'ai la bonne réponse, je fais aile de pigeon, je cache pour moi.
Et on attend ce que quand je vais grandir, que je puisse consommer le produit de l'autre. Trouvons là où nous sommes nous-mêmes coupables de notre situation. Et tant que nous serons hypocrites, j'insiste, tant que nous serons hypocrites, nous allons nous voiler la face. Sans pour autant aller dans la source, nous allons avoir une plaie que nous garnissons à la surface, mais qui n'est pas soignée en profondeur. Et ça, c'est le problème majeur de l'Afrique. Notre éducation doit intégrer le concept de l'innovation et de l'invention. Et peut-être c'est le rôle de la FEDENSI de le faire. Parce que tous ceux qui tiennent le pouvoir ne sont pas passés par ces cursus. Ils ont été formatés par le système qui fait de nous des intellectuels caporaux, des intellectuels exécutants. Malgré nos bacs plus autant, nous ne faisons qu'exécuter des plans qui sont conçus par d'autres personnes. Quand nous générons, nous sommes méfiants vis-à-vis les uns des autres, ou alors nous sommes complexés par nous-mêmes. Dès lors, on n'a plus d'ardeur pour aller de l'avant. Lèvons-nous, pensons éducation pour que toutes ces choses soient régulées. Parce que chacun a la capacité de résoudre ces problèmes s'il est bien éduqué, bien formaté dès le départ. Merci. Kwame Kwasi Jaffé, docteur ingénieur agro-industriel et conseiller du président de la FEDENSI. Je remercie les différents intervenants qui ont schématisé, sinon enseigné, dans certaines lucarnes de ce que nous ignorons. Mais ma préoccupation est que, d'abord, premièrement, ne soit pas inventeur qui veut. Parce qu'il y a des arcanes dans l'invention, les difficultés, et nous-mêmes prenons à charge pour faire constituer les échantillons du produit, pour que ce produit soit un produit breveté, il faut que nous souffrons. Ça, c'est un. Maintenant, ce qui m'inquiète, le problème de la gestion des inventions, c'est un problème de choses, comment on appelle, d'intervention d'abord politique. Parce que si les gouvernants n'intègrent pas la politique de culture d'invention, il nous sera difficile de démarrer. Maintenant, au niveau même de la promotion de l'exploitation de l'invention, il y a un problème de fiscalité. Nous avons visité, moi particulièrement, j'ai visité beaucoup de nos frères inventeurs qui ont déjà pu s'installer, le problème de fiscalité. Et on a un ministère de la promotion et des PME, mais lorsqu'il s'agit d'aller réellement sur le marché, les sociétés des filiales, des sociétés anonymes qui ont leurs filiales ici, ils sont plus favorisés que les Ivoiriens ici. Dirons-nous que, est-ce que quand les Ivoiriens vont s'installer, donc je demanderai à Monsieur le Président de voir les autorités avant de réviser le problème de la fiscalité pour que l'invention soit vraiment effective en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mon inquiétude va sur 3 points. Depuis pas de 30 à 40 ans, nous avons appris qu'il y a eu des inventions en Côte d'Ivoire en matière de mécanique. On dit qu'on a fabriqué certains appareils. Bon, un exemple, on nous a appris qu'on a fabriqué un hélicoptère en Côte d'Ivoire ici. Il y a des machines industrielles de transformation de la tchéquée et tout ça là. Mais depuis ce temps, ça fait près de 40 ans, où sont passés ces appareils-là? Ça, c'est une de mes préoccupations. De deux, j'ai remarqué que parmi tous ces intervenants, les accompagnateurs, il n'y a pas eu une banque parmi tout ce monde-là. Il n'y a pas des investisseurs qui ont été invités. C'est ma deuxième préoccupation. Maintenant, ma troisième préoccupation, c'est qu'est-ce que l'État fait exactement? Qu'est-ce que l'État ivoirien fait pour nous protéger de la concurrence déloyale des autres filiales étrangères? Je vous remercie. Je suis inventeur. Alors, ma préoccupation, c'est que les pays africains, tous les pays africains, surtout les pays francophones, vivent la même misère. On a l'impression que nous sommes là pour ne pas nous développer. On a l'impression que le mot émergence, peut-être que nous avons du mal à le prononcer, et
on s'immerge ou bien on immerge ou bien on se merge. Lorsqu'on voit l'innovation ou bien l'invention dans les pays francophones, les États sont carrément absents. On nous dit qu'on a trop fait pour l'innovation parce qu'on a pris en charge les frais, les annuités par exemple. Mais que sert une invention ou bien une innovation si elle n'est pas développée? Nos pays africains parlent d'émergence. Au lieu de dire que au lieu de parler d'émergence, la réalité c'est que ces pays-là s'immergent. Peut-être qu'en prononçant le mot émergence, on prononce mal. Au lieu de dire émergence, on dit émergence. Nous avons l'initiative de Yamoussoukro qui fait de bonnes choses. Mais quand j'ai entendu la dernière fois à l'ASCAD que quand on trouve, comme nous sommes des fonctionnaires, on se plaît et on met dans les tiroirs. Quand je vois l'État qui dépense des milliards pour construire une école comme l'INSET, qui trouve des choses extraordinaires, des choses qui sont enviées par les grandes puissances. Mais le chercheur se plaît parce qu'il a trouvé quelque chose et il met dans le tiroir. L'État ne s'intéresse pas. Alors, comment est-ce qu'on peut avancer? Tout à l'heure, il y a un des intervenants qui a dit on est beaucoup plus avancé dans le domaine agricole. Mais voilà un pays, la Corée, qui est le troisième producteur de cacao. Mais la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao, n'a absolument rien tiré de bon pour son développement. La Corée, qui ne sait même pas comment le cacaoyer est le troisième producteur, et la Corée transforme. Mais nous, on ne sait pas comment on transforme le cacao. Dans la journée, si je demande dans la salle combien qui ont bu le Nescao, peut-être qu'il n'y en a même pas. Alors, comment est-ce qu'on peut se développer si on doit toujours commander les choses de l'extérieur? Une année, lorsque je parlais d'un système que j'ai fait, il y a un des panélistes qui a dit non, nous en Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture même n'est même pas développée. Ce n'est pas parce que tu as planté 3 hectares de cacaoyers que tu es développé. Mais c'est quand tu arrives à transformer et vendre ailleurs que tu peux être développé. Pour le moment, nos États, c'est-à-dire nos pays sont des États. Nous n'avons pas encore eu des nations. Une nation, c'est lorsque les enfants du pays fabriquent eux-mêmes. Mais lorsque vous importez, vous achetez je sais pas, un jet que vous êtes développé, mais c'est quand vous-même vous allez fabriquer ces jets-là que vous allez vous développer. Quand vous prenez l'université, il y a plusieurs départements. Il y a département informatique, département mathématique, département mécanique. Les enfants font de bonnes choses, mais c'est l'État qui est absent. L'État est carrément absent. Nous avons des produits industriels qui sont compétitifs. Mais nous sommes là, chaque année, on vient ici, mais il n'y a pas un jour où l'État s'est dit, bon voilà, ce que vous faites là nous intéresse. Nos États sont carrément absents et nos États sont toujours les mêmes. Merci. En matière de contrefaçon, dans le domaine de la propriété intellectuelle, c'est la personne qui a son produit qui est contrefait qui doit saisir la justice. C'est comme ça. Et avant d'aller plus loin, je vais préciser qu'il y a un problème au niveau de tous les pays africains et au-delà, au niveau de tous les pays en développement. Tous les pays. Et nous l'avons constaté à travers des missions
d'accompagnement, de formation, des missions d'évaluation d'un programme international en faveur des pays en développement qu'on appelle le programme d'établissement des centres d'appui à la technologie et à l'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le même problème, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est un problème qui est commun à tous les pays africains. Il n'y a pas de différence. Tous les pays africains sont logés à la même enseigne, ont les mêmes problèmes en la matière. Regardez un peu nos universités. On donne tous les cours. Hein. Le cursus est propre. Les enseignants sont de qualité. Parce que la plupart de nos enseignants-chercheurs ont fait l'Europe. La majorité. Voilà. C'est-à-dire, à un certain moment donné, avant qu'ils deviennent enseignants à l'université, ils ont fait au moins un petit séjour en Europe. Ils sont revenus. Mais rares sont les universités aujourd'hui en Afrique qui enseignent la propriété intellectuelle comme module, comme cours dans les cursus. Vous voyez? Or, tout ce que nous sommes en train de dire fait partie de la propriété intellectuelle. Là, monsieur Yen, qui parle d'invention, parle de propriété intellectuelle. Qui parle d'innovation, parle de propriété intellectuelle. Voilà. Mais ce sont les thèmes qu'on utilise sans savoir que c'est en relation avec la propriété intellectuelle. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est déjà méconnu. M. Eric Efri a parlé de problèmes d'éducation. Voilà. Donc, à partir du moment où la propriété intellectuelle est méconnue déjà, donc il y a des réflexes que nous n'avons pas dans les pays en développement. Que nous n'avons pas. Il y a des réflexes que nous n'avons pas. Nous avons été lors d'une de nos missions aux îles Comores, et là-bas, ils nous ont dit, après notre mission, à la fin de nos missions, qu'ils nous ont fait savoir que nous sommes venus ouvrir leurs yeux. C'était lors de notre première mission. Ça, c'était notre première mission là-bas, aux îles Comores. Nous sommes venus ouvrir leurs yeux. Pourquoi? Parce que nous venons de leur faire comprendre beaucoup de choses. Certains parmi eux qui voyagent beaucoup, les Comoriens, je vais dire, sont allés en Europe. Et en Europe, ils ont vu dans les supermarchés européens des produits, des déodorants, dans des supermarchés européens, sur lesquels il est écrit « fait à base d'ylang-ylang des Comores ». Et c'est un petit pays, 800 000 habitants. Et là-bas, ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'aucun Comorien, à commencer par l'État même du Comore, n'est au courant que des plantes d'ylang-ylang des Comores sortent pour être des produits de base, hein, des matières premières de déodorants, hein, qui sont vendus dans les supermarchés européens. Oui, parce qu'ils ne savaient pas, par la méconnaissance de la propriété intellectuelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, une année, j'ai été approché par le CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, pour animer une conférence sur les enjeux de protection des organismes génétiquement modifiés et l'implication des pays en développement dans ces questions-là. Et je me suis rendu compte, dans les recherches que je faisais pour la conférence, qu'une université américaine a fabriqué des édulcorants, hein, à base de plantes sucrées qui ont été prélevées dans un petit village gabonais. Et l'université a fabriqué des produits, des édulcorants avec ça. L'université a breveté, cette université américaine a breveté ces produits. Et ce village gabonais n'est même pas au courant. C'est-à-dire les villageois de ce village, les habitants de ce village ne savent même pas qu'ils ont leur produit, leur plante qui est très sucrée aujourd'hui, qui est la matière première attitrée, je veux dire, d'édulcorants qui coûtent très cher aux États-Unis. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Vous allez leur parler de la propriété intellectuelle, ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. C'est ça en fait. Donc le problème, c'est l'ignorance en matière de propriété intellectuelle. C'est ça qui est la base. Parce que tout ce qu'on a dit, innovation, invention, tout ça, la gestion, tout ça, c'est la propriété intellectuelle. Mais on n'est pas formé en matière de propriété intellectuelle. L'ambassadeur d'Israël a dit ce matin, il dit même dans les petits villages
d'Israël, il y a des musées, il appelle des muséums, hein, des musées de sciences, des cultures, des techniques, etc. Même dans les petits villages. C'est ça. C'est ça. Et ces produits africains qui sont copiés à l'étranger, c'est parce que la population ne connaît pas tout ça. La population ne sait pas. Qu'en exposant, en donnant, en montrant les choses à des touristes, voilà, qui viennent en tant que touristes, etc., etc. Donc, ils ne prennent pas les copier, je ne sais pas. Donc, ils ne prennent pas les dispositions, puisqu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Mais il y a une convention internationale qu'on appelle la CDB, la Convention sur de protection de la diversité biologique, voilà, qui règle ces questions-là. Donc, c'est cette convention-là qui règle ces questions au niveau international, sur la protection des ressources génétiques. Sinon, effectivement, l'OIP, hein, donc l'Office de la propriété intellectuelle, qui fait partie de l'OAPI. Donc l'OAPI, c'est l'organisation africaine de 7 États membres, et l'OIP, c'est l'Office ivoirien, donc qui est la structure de liaison avec l'OAPI. Voilà, dans le siège à Yaoundé. Donc l'OIP, effectivement, dans ses missions, est en train de sillonner la Côte d'Ivoire pour identifier des produits par région qui vont protéger. Voilà, pour identifier des produits par région qui vont protéger. Donc il y a un travail qui est fait. Voilà, mais c'est une structure étatique. Donc il y a des contraintes aussi budgétaires. Voilà, donc ils travaillent avec les moyens dont ils disposent. Voilà. Sinon, récemment, dans le mois de janvier, on était également à Mans pour une mission, pour une formation, un séminaire de formation à l'Université de Mans et également à l'Université de Daloa. Donc, ils ont profité en même temps pour avoir des séances de travail avec des producteurs locaux. Parce qu'ils souhaiteraient, ils sont en train de planifier la protection également de l'huile rouge de Mans et du café de Mans également. Donc, ce sont des produits. Hein. Donc, là-bas, c'est ce que moi j'ai dit aux producteurs. Je leur ai dit, mais si aujourd'hui, on me demande quel est le meilleur café au monde que j'ai déjà goûté, moi, je vais dire que c'est le café de Sao Tomé et Principe. Parce que je ne savais même pas qu'on produisait du café à Mans. Moi, pourtant, je suis ivoirien. Voilà, c'est ce que j'ai dit aux producteurs à Mans. Je ne suis même pas au courant que la ville de Mans, dans mon pays, produit du bon café. En matière de propriété intellectuelle, il y a plusieurs types de protection de la propriété intellectuelle. Voilà, il y a plusieurs types de la protection de protection par propriété intellectuelle. Voilà. Et l'OIP, comme je l'ai dit, est en train de sillonner, voilà, pour protéger de façon collective les richesses de chaque région. Nous, quand on était plus jeunes, l'enfant qui joue au ballon là, on dit pour lui c'est foutu. On considère que il est gâté. Parce que quand est-ce que tu as joué au ballon et puis tu as réussi tes études, devenir quelqu'un. Mais parce que certains sont devenus footballeurs riches, maintenant c'est les parents qui poussent leurs enfants vers le football, vers le sport. C'est tout. Non seulement ils les poussent, ils ne les empêchent pas d'aller, ils les poussent, mais ils payent. Moi, j'ai un de mes beaux, il a payé 3 millions l'année dernière pour que son fils soit dans une académie. Le petit, il a eu son bac, mais c'est pas grave. Il est encore prêt à payer pour qu'il aille en France, pour faire le football. Parce qu'il sait que certains ont réussi et ils sont devenus milliardaires. Donc, il y a un moyen. Ça ouvre la voie tout de suite. C'est pareil dans le cas de la musique. En Côte d'Ivoire, là, on ne consommait que la musique étrangère. Et puis, quand tu veux chanter, on dit, oh, lui, c'est pas la peine. C'est un chanteur. Voilà. Mais depuis que les chanteurs deviennent des milliardaires, on prend ça au sérieux. Il y a un ministère, il a commencé à avoir des ministères qui ont un programme pour gérer ce côté-là. Tout ce qui est un problème de la nation, les artistes, ils sont conviés et ils sont écoutés. Et ils font
leur travail. Au niveau des inventions, bon, il y a quelques années, quand tu dis que tu es inventeur, on dit « Ah bon? Tu es inventeur ?» Tu dis oui, il dit « Ah bon, il y a des inventeurs en Côte d'Ivoire. Vous êtes combien ?» Quand vous dites le nombre, quand il dit « Ah, on est dans le temps, hein, on était 200 à peu près. » Quand il dit on est 200, ils disent « Ah oui, mais pourquoi on ne vous voit pas ?» Pourquoi on ne vous voit pas? Donc on a commencé à faire des choses. Aujourd'hui, ils sont là, ils nous regardent, ils veulent savoir est-ce que l'invention là, est-ce que ça peut rendre riche? C'est pour ça qu'à travers Aginov, on s'est dit on va mettre nos forces. Quand ils vont voir qu'il y a quelques-uns qui deviennent riches, parce qu'ils ont inventé là, eux-mêmes ils vont mettre en place une politique pour gérer ça. C'est pour ça que nous, entre nous qui sommes déjà sensibles, parce que rester comme ça, comme nous le sommes tout ce temps, c'est parce que nous sommes déjà convaincus que c'est quelque chose de bon. Mais ensemble, il faudrait que dans 1, 2 ou 3 ans, qu'il y ait des modèles de succès. Et Aginov va participer à cela. Nous allons faire le maximum pour y arriver. Alors, la meilleure protection concernant donc les inventions, moi, je pense que, en plus de ce qu'a dit Maître Tano, si on a les moyens de se prendre les services d'un cabinet international qui va travailler sans vous demander de l'argent à chaque fois, c'est bon. Sinon, la meilleure protection de notre invention, innovation, c'est de l'exploiter. C'est de l'exploiter et puis, même si vous n'exploitez pas en grand nombre, parlez-en. Vous en parlez, vous en parlez. Quand on parle là, ceux qui trichent là, ça les dérange. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un moyen de protection. Hein. Parler, c'est-à-dire la communication fait force. Le fait de parler de ça, ça vous impose à tout le monde. Donc c'est important d'en parler. Moi, mon invention, quand c'est sorti, on dit qu'il ne faut pas aller à Genève. Je suis allé à Genève. On dit qu'il ne faut pas aller chez les Blancs là-bas. Je suis allé à Bruxelles. Je suis allé là où se trouvent les copieurs là. Voilà, je suis allé et puis je leur ai montré. Et puis je fais du bruit. Parce que quand tu t'en vas, comme a dit tout à l'heure la sœur, tu t'en vas dans ces salons-là, les gens, je le constate, ils sont dans leur stand. Moi, j'engage quelqu'un pour être dans le stand. Moi, je communique. Comme ça, quand je quitte là, on sait qu'il y a eu un Africain qui est venu ici, qui a parlé du logiciel de gestion universel. Aujourd'hui, si vous tapez dans Google, là, logiciel de gestion universel, là, il n'y a pas autre chose. Si ce n'est pas Next Pro UBS. Donc, c'est important la communication. Mais si vous avez beaucoup de force, bon, vous pouvez bien sûr vous faire accompagner par des cabinets internationaux. Merci. Merci, Président. Donc, je pense qu'on s'approche inéluctablement de la fin de ce premier panel. C'est intéressant, mais il faut qu'on arrive au bout parce qu'on a encore 2 autres jours. Donc, je crois que Maître Tano Kouadio va donner son mot de fin. Ensuite, M. Ien va donner son mot de fin et puis moi, je vais conclure. Avec la permission du Président, bien sûr. Okay. Moi, je suis avec vous. Nous allons travailler ensemble. Et il faut vraiment ouvrir les yeux. Parce que nous aussi, moi personnellement, souvent ça me choque et ça me fait mal de voir les produits ivoiriens. Le trophée est vendu en Angleterre, hein. Mais c'est manufacturé quelque part à Londres. J'ai essayé d'attirer l'attention de l'ambassade à l'époque, mais comme on le dit là, personne ne s'intéresse. Donc nous sommes là, moi je suis là, je suis avec vous, nous allons voir comment nous allons travailler ensemble. Si quelqu'un voit quelque chose au Gabon, au Congo, en Chine, qu'il manifeste, comme vous le dites. Il faut se manifester, il ne faut pas fermer la bouche, il faut se manifester, il faut se faire connaître. Il faut manifester que vous êtes là.
c'est en ce moment que les cabinets d'avocats peuvent intervenir. Si vous voyez, vous ne dites rien, alors rien ne se passera. Merci. Je crois que le président a tout dit. Hein. Il est arrivé à la conclusion que nous connaissons tous. Voilà. Je pense qu'il faut faire un appel à la persévérance. À la persévérance pour surmonter les difficultés qui vont certainement jalonner le chemin. Voilà. Aginov, moi je pense que effectivement, si Aginov est une institution chargée de la valorisation, c'est ça qui peut donner le maximum de preuves au pouvoir public qu'il faut croire à l'innovation. Et je pense que, ou à l'invention, comme dit le président. Et ça, c'est important. Donc, je pense que l'accent est à mettre au niveau de la valorisation, en passant par Aginov. J'espère qu'au moins l'État va jeter un peu d'argent dans cette agence. J'ai dit un peu d'argent. Voilà. Et puis un peu de protection. Vous savez, à l'international, les autres États sont protégés, les individus tels que vous êtes, les inventeurs, les innovateurs, pour les produits nouveaux, les autres États, ils s'adossent sur leurs États. Ça veut dire que l'État doit être en mesure à un moment donné de dire ça c'est un ressortissant de mon pays, il faut que je défende son innovation. Ça aussi c'est une forme de protection. Donc si on met l'accent là-dessus, je pense que dans 5 ans maximum, on va voir émerger, pas émerger comme disait mon cher ami, on va voir émerger les produits fabriqués à base de cacao, n'est-ce pas? Made in Côte d'Ivoire, made in UEMOA et à la consommation de tous les habitants de la sous-région. Voilà, en tout cas, merci. Donc, rapidement, c'est une belle transition, la fin de l'intervention de M. Ien, qui parle des États qui protègent. Ça fait partie des stratégies nationales. On a parlé de politique, c'est très important. Il faut dire qu'au-delà des politiques institutionnelles, il y a des politiques nationales sur lesquelles aussi on doit s'appuyer, sur lesquelles les inventeurs, les innovateurs, etc. doivent s'appuyer. Et c'est très important que dans nos pays africains, dans nos pays en développement, on puisse aussi s'adosser là-dessus. Voilà. Donc il y a des exemples qui ont été donnés. On a vu Israël ce matin. Maître Tano a parlé d'autres exemples également. Il y a encore plein d'autres. Ce sont ces États qui ont tout fait aujourd'hui en accompagnant leurs inventeurs, les innovateurs pour arriver à ce niveau. On prend des exemples par exemple comme l'Inde, sans prendre des pays qui sont très avancés. L'Inde est au milieu aujourd'hui. L'Inde n'est plus un petit pays, ce n'est pas encore un grand pays de la taille des États-Unis, mais c'est un pays à qui on doit tirer le chapeau. Voilà. Parce que l'Inde, dans sa stratégie nationale de propriété intellectuelle, a mis l'accent sur des domaines bien précis qui lui permettent aujourd'hui de se positionner au niveau mondial dans certains domaines. Si vous prenez l'Inde aujourd'hui, c'est le premier producteur mondial de fabrication de médicaments génériques. Ça veut dire qu'à un certain moment, ils vont avoir l'industrie mondiale de fabrication de médicaments. C'est ça, parce que c'est un apprentissage. S'ils sont arrivés aujourd'hui à dompter le marché mondial des médicaments génériques, c'est-à-dire des médicaments dont les molécules sont tombées dans le domaine public, ça veut dire que demain, ils seront les premiers même laboratoires mondiaux de fabrication de produits pharmaceutiques. Parce qu'ils ont mis l'accent en matière de stratégie nationale sur le domaine pharmaceutique. Ils ont également mis l'accent sur le domaine informatique. Aujourd'hui, beaucoup d'informatique, des sciences informatiques dans les domaines avancés en informatique se fait aujourd'hui en Inde. Beaucoup de nos étudiants, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos parents ici vont étudier aujourd'hui l'informatique en Inde. Voilà. Et la plupart, quand vous prenez les organisations des Nations Unies aujourd'hui dans le monde, les agences des Nations Unies aujourd'hui dans le monde, la plupart des informaticiens, des programmeurs de ces agences-là sont des Indiens. Vous voyez ? À cause de leur stratégie nationale de propriété intellectuelle qui a mis l'accent sur le développement du domaine informatique. C'est comme le Pakistan qui a développé son industrie textile aujourd'hui grâce à sa stratégie nationale de propriété intellectuelle. Donc il y a encore beaucoup d'autres exemples qu'on ne va pas citer parce qu'on n'est pas par le temps. Donc encourageons, faisons un effort et continuons de sensibiliser nos autorités
Continuons de faire des efforts pour sensibiliser nos autorités. Continuons également d'accompagner la FEDENSI, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Et puis, nous pensons, nous avons la foi que nous allons y arriver ensemble. Voilà, je vous remercie. On les applaudit très fort, mesdames et messieurs.